C'est l'un des meilleurs moments de l'année pour rentabiliser cette chaîne YouTube, donc je vous propose, sans plus tarder, de parler de l'actualité de la Formule 1 et de plus précisément faire un bilan de cette première partie de saison 2024. On aurait pu le faire à la mi-saison pile, mais bon, ça aurait pas été un bon timing pour sortir les vidéos, pour profiter de la trêve estivale. Donc on va le faire maintenant avec un top 21 plus précisément que je vais vous proposer avec un classement personnel, naturellement, avec des critères personnels que j'expliquerai à la fin. Je pense que ça doit quand même rester quelque chose de divertissant et je vous propose, vous aussi, de me proposer vos top 21 de la saison, mais en prenant soin également de m'expliquer pourquoi le classement, comment vous avez fait votre classement, mais on parlera de tout ça à la fin, et on va commencer tout de suite avec la 21e position que j'ai décernée à Valtteri Bottas. Dans une kick-sauver qui n'a pu faire guère mieux qu'une Q3 et aucun point cette saison, Valtteri a dominé largement son coéquipier en le battant 13 fois lors des 14 séances de qualification, en terminant 10 fois devant son coéquipier sur les 12 courses qu'ils ont terminées ensemble. Bon alors je suis en train de tourner ça. C'est à peu près 5h30 du matin, donc c'est l'heure à peu près à laquelle mon chat est le plus actif et il est en train de retourner tout mon domicile pendant que j'enregistre. Et il y a un moment, je peux pas le faire, je peux pas enregistrer à d'autres moments, mais si jamais il passe, j'en profiterai pour l'arrêter pour faire des vues. En tout cas, c'est un Valtteri Bottas ravissant qu'on a trouvé cette saison pour le moment, parce que comme je le disais, il a dominé son coéquipier. Je pense qu'il a vraiment tiré le maximum de ce qu'il pouvait avec sa kick sauber. Malheureusement, l'équipe n'a pas prévu d'améliorer quoi que ce soit en termes de développement cette saison, et ça se sent très fortement. On a senti Bottas très agacé pendant une période de l'année. Là, on arrive à un stade de la saison où il se rend compte que la seule option qui lui reste pour rester en Formule 1, c'est de prolonger dans l'équipe actuelle. Donc, à ce que je comprends, des liens seraient potentiellement en train de se renforcer pour éventuellement essayer de sauver sa carrière en F1 à l'heure actuelle. En tout cas, je pense qu'il a donné à l'équipe tous les arguments pour, sachant qu'on rappelle qu'il y a encore un an, Sauber voulait le dégager pour le remplacer par un nouveau duo avec, en faisant justement venir Hülkenberg, mais Haas avait une option sur Hülkenberg et n'a pas pu le ramener pour 2023, et c'est quelque chose que Bottas avait très naturellement assez mal pris, et du coup c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de rumeurs et qu'on s'attendait vraiment pas à ce qu'il prolonge. À l'heure actuelle, je pense qu'il a donné des outils suffisants parce que c'est lui qui tire le meilleur de la voiture et c'est une des raisons pour lesquelles il est 21e de mon classement. En 20e position, Logan Sargeant qui, cette saison, encore une fois, a rappelé qu'il n'était pas en Formule 1 pour rien, qu'il était capable de faire des bonnes choses. Le seul souci, c'est qu'il l'a rappelé 3 ou 4 fois sur 14 courses et c'est vraiment pas assez. Et oui, Logan Sargeant est un de ces pilotes, je le mettrais presque dans la catégorie de Yuki Tsunoda, non pas en termes de potentiel, je pense qu'il y a une énorme différence de potentiel entre Tsunoda et Sargeant, mais Sargeant est un pilote qui, je l'ai répété à de nombreuses reprises, est arrivé beaucoup trop vite en Formule 1. Sargeant lui-même ne s'attendait pas à être promu en Formule 1 aussi rapidement. On rappelle qu'il était prévu qu'il reste 2 saisons complètes en Formule 2, et ça n'a pas été le cas parce qu'il fallait vraiment remplacer Nicolas Latifi, parce que c'était Nicolas Latifi, et bon, on lui a laissé une 2e saison supplémentaire en Formule 1, le fait est que ce n'est vraiment pas concluant. On a eu quelques week-ends où il a réussi, lorsqu'il est à l'aise avec la voiture, il arrive à être pas loin de Alex Albon, à un 10e, 2 dixièmes derrière, et c'est vraiment pas mal du tout, mais c'est beaucoup trop rare pour que ça puisse suffire à justifier une prolongation. Il y a vraiment rien de particulièrement positif à retirer, parce que à part quelques Grands Prix Miami, Silverstone qui me viennent en tête, il y avait vraiment rien à sauver sur sa saison. Des erreurs en qualification, des erreurs en course et beaucoup de sorties de piste et d'accidents. Donc c'est vraiment pas concluant. Et malheureusement, Logan Sargeant, ça semble totalement terminé pour lui. Enfin, je dis malheureusement, oui et non, parce que semble-t-il, il n'est pas question, pour le moment en tout cas, de le dégager de la Williams Academy. Il semble même être en direction d'un baquet potentiellement en IndyCar pour la saison prochaine. Donc même s'il sera plus dans la Williams Academy, il va arriver à retomber sur ses patounes. Donc c'est une bonne chose pour la suite de sa carrière, parce que même s'il n'a pas montré des choses vraiment concluantes en Formule 1, si on s'intéresse un peu à sa carrière, on voit que c'est quand même un pilote qui est capable de faire des choses. Oula, la vidéo est déjà très longue, c'est le moment de se désaltérer. Oh, c'était stylé ça. Zhou Guanyu est en 19e position de ce classement en ayant été dominé. Je viens de parler de Valtteri Bottas, donc
pas besoin de compléter sur l'aspect statistique. Il a été dominé en qualification et en course par son coéquipier. Aucun résultat vraiment favorable en sa faveur. Je retiendrai pratiquement Bahreïn, où il a fait une très belle fin de course en profitant d'une stratégie inversée où il a pu faire une remontée très solide. En Chine également avec le même pari stratégique. Mais après 2 premières saisons, où on se disait que, bon, Zhou, c'était quand même pas un pilote qui était arrivé dans ses hauteurs de la discipline pour rien, qui l'avait prouvé, qu'il était capable de faire de belles choses en menant occasionnellement la vie dure à Valtteri Bottas. Et bien cette saison, en 2024, il a prouvé qu'il avait encore beaucoup de travail à faire. Il est complètement paumé cette saison, Zhou. À sa décharge, c'est vrai que la voiture n'est pas là, mais là, on n'a vraiment rien à sauver, je trouve, sur son début de saison. Ses qualifications ont toujours été un point faible pour lui, et cette année, ça se ressent encore plus. Et son rythme de course, il y a très peu à sauver, puisque les quelques fois où il termine devant Bottas, ça a toujours été vraiment plus dû à des situations favorables, soit un coup de stratégie qui a été plus en sa faveur. Lorsqu'on a eu 2 coups de stratégie à tenter, ça a plus marché pour lui que pour Bottas. Mais globalement, alors que sur les 2 saisons d'avant, vraiment, je défendais beaucoup ses rythmes de course, cette année, il n'y a rien. Donc voilà, naturellement, je le place devant Bottas et Sargent en 19e place. Et à l'instar de Valtteri Bottas dans sa kick, Alex Albon a prouvé à Williams pourquoi il fallait compter avec lui sur le long terme. Avec 2 entrées dans les points et une domination totale face à son coéquipier, Alexander Albon a intérêt de vraiment se rappeler de ce que ça fait de dominer un coéquipier, puisque on peut s'attendre que la saison prochaine ce soit plus difficile. Mais quoi qu'il en soit, à nouveau, un Alex Albon qui a maximisé le potentiel de sa Williams dans une année qui a été beaucoup plus difficile en termes de résultats pour l'écurie. Beaucoup plus difficile parce qu'on a eu moins d'occasions d'éclater un peu aux avant-postes, comme ça a été le cas les saisons précédentes à Silverstone ou au Canada, des résultats qui me viennent en tête. Mais cette année, on met en avant chez Williams une meilleure stabilité de la voiture, dans le sens où on a totalement abandonné, on a réussi plutôt à corriger une faiblesse qui était un peu une force, à savoir la vitesse de pointe. On a réussi à perdre cet avantage pour gagner une voiture plus homogène sur l'ensemble de la saison, et ça se ressent. Malheureusement, à part à quelques occasions, ça n'a pas vraiment permis à Williams de se mettre en avant, mais lorsqu'il y avait l'occasion d'aller chercher des points, Albon était là pour aller les prendre, et c'est pour cela que je pense qu'on continue à croire fermement en lui chez Williams, et que, à titre personnel, j'évalue grandement ce qu'il a accompli sur cette saison 2024, et que je le positionne en 18e position, même si j'aime quand même relever qu'il y a toujours le petit accident de trop chez Albon, même si on compare 2022 et 2023 au même stade, il y en a quand même beaucoup moins. Ça va le chat? Misérable 17e place pour Esteban Ocon, avec un 9-4 en qualification et un 6-5 en course face à son coéquipier, avec 4 entrées dans les points. Et s'il y a une seule chose qui définit vraiment cette saison 2024 de Esteban Ocon, c'est son abandon qui est dû à son accrochage avec Pierre Gasly à Monaco. Mais si on met cela de côté, c'est une nouvelle fois une bonne démonstration de la progression exponentielle de Ocon depuis son retour en 2020, où on avait un pilote qui était en recherche un peu de son rythme pur en qualification, mais qui arrivait à être constant sur ses rythmes de course en 2020, avec une amélioration en 2021, de meilleures qualifications, plus de constance en rythme de course. 2022, grande solidité en course et en qualification, et en 2023 avec vraiment de plus en plus d'agressivité en piste, et par agressivité je veux dire des dépassements, là où en 2020-2021 je trouvais que Ocon était en roue contre roue très bien, très bon en défense, il savait se défendre ardemment, il manquait peut-être un petit peu d'incisivité pour aller attaquer. Là vraiment j'ai plus rien à lui reprocher, et le dernier Grand Prix en date, temporellement le Grand Prix de Spa-Francorchamps, donne à nouveau raison à cette perception que j'ai de lui, parce que bordel, quel dépassement il nous a fait, et j'ai l'impression que depuis que son départ est annoncé, il est en roue libre médiatiquement, et ça me fait vraiment plaisir, mais surtout, dans la voiture, je le trouve vraiment
plus en confiance que jamais. Enfin, c'est une perception. Et maintenant, il manque plus que la voiture derrière pour confirmer cela. Kevin Magnussen, oh là là, ça va être la deuxième fois que je vais lui dire mes adieux à K-Mag. Kevin Magnussen, c'est un petit peu comme ces films, ces mauvais films que tu aimes bien, parce qu'il y a des trucs dedans qui te font l'aimer, tu vois. Kevin Magnussen, c'est pareil. Ces trucs qui font l'aimer, c'est cette hargne en piste, c'est cette capacité à occasionnellement sortir des trucs, mais fantastiques. Le Grand Prix du Canada. Certes, il avait l'avantage pneumatique, mais ce début de course qui nous fait à enchaîner les dépassements tour après tour, mais vraiment, très peu de pilotes seraient capables de faire ce genre de choses, et c'est pour moi une des raisons qui fait que Kevin Magnussen est vraiment un talent gâché de la Formule 1. Là, je dis talent gâché, mais il a une grande part de responsabilité là-dedans, parce que à côté de certaines de ces prouesses-là, eh ben, on a eu des Miami, on a eu des Jeddah, enfin on a eu voilà des week-ends âprement dégueulasse, et cette saison, le 3-10 en qualification en témoigne, et c'était le cas la saison précédente. Il se fait dégommer en qualification face à Nico Hülkenberg, et maintenant qu'on est avec une Haas qui arrive enfin à concrétiser son rythme de qualif en course, et ben voilà, on voit que ça fait vraiment toute la différence, parce que même si Magnussen arrive à remonter en course, le fait est que Hülkenberg part avec 5-6 positions d'avance et que du coup Hülkenberg finit 9e, Magnussen finit 12e en moyenne à peu près. C'est regrettable, mais ça a quand même fait plaisir d'avoir du petit Magnussen pour avoir ce petit méchant dans le paddock, et quand même ce petit gars qui fait plaisir avec ses quelques prouesses occasionnelles. Bahreïn 2022, son retour, sa pole position, et comme je le disais plus récemment au Canada, avec cette sublime remontée sous la pluie en début de course. 15e position dans mon top 21 pour Pierre Gasly, avec un duel assez équilibré en qualification et en course comme on l'a vu avec Esteban Ocon. De toute façon, depuis toujours à peu près, mais les duos alpines ont toujours été les plus proches depuis que l'équipe existe. Hein. Donc c'est tant à mettre au crédit de Esteban Ocon que de ses coéquipiers respectifs. Donc Pierre Gasly vraiment plus en confiance depuis cette nouvelle saison chez Alpine, et puis même globalement depuis la deuxième partie de saison 2023 où il y a eu quelques remanagements dans l'équipe, où Gasly a eu une approche un peu différente de ce qu'il y avait eu à l'époque chez Red Bull, où il a un petit peu appris à mordre son pain noir, comme on dit, ou le bouffer, je sais pas comment on dit, parce que je suis pas bon en dicton, mais il a pris sur lui pendant quelques temps pour apprendre, regarder un petit peu ce qui se passait de l'autre côté du garage, apprendre à comprendre son équipe, et on lui a laissé le temps aussi, quelque chose qu'il n'avait pas forcément chez Red Bull, et où on le sent vraiment beaucoup plus en confiance, avec des résultats qui se démontrent, avec quand même, on a un total de 4 entrées dans les points. Quand on commence la saison avec une voiture qui se qualifie 20e, bon, on peut se dire que c'est une belle progression. Et les quelques entrées dans les points qu'il a eu, à chaque fois, ça a été vraiment au forceps, et vraiment des pilotes, certains pilotes sur le plateau à la même position, j'en suis convaincu, n'auraient pas été chercher les points que lui a été prendre. Donc en ce sens, je pense qu'on peut dire que c'est un excellent début de saison également de sa part. Malheureusement, toute sa dynamique a été annihilé peut-être depuis Silverstone, si ma mémoire ne me fait pas défaut, parce que maintenant fait un moteur hybride mon ange pour sortir de la vieille référence. Heureusement que ce sera bientôt que Renault va bientôt fournir un moteur Mercedes, parce que c'est plus possible. En tout cas, la fiabilité mise de côté, c'est très solide, et on espère également que Alpine sera en mesure de livrer 2 châssis identiques à ses pilotes pour peut-être... Non mais c'est pas qu'une question de comparaison entre les deux pilotes, c'est juste que globalement c'est mieux pour faire avancer l'équipe dans la même direction, d'avoir 2 voitures identiques pour savoir à peu près comment bien la développer. Enfin bon, je dis ça comme ça, moi je suis pas ingénieur, mais je pense que si toutes les équipes font comme ça, c'est pour une raison. Vous me trouverez peut-être audacieux de placer Oliver Bearman en 14e place, alors qu'il a été annihilé par son coéquipier Charles Leclerc avec un 0-1 en qualif et en course. Mais c'est son entrée dans le top 10 lors de sa participation qui me fait dire que c'est pas une si mauvaise saison que cela qu'il nous propose. Et le fait est, Haas et Ferrari ont les yeux vraiment rivés sur lui depuis la saison 2023, et son officialisation pour Haas était pratiquement actée avant même le début de saison. Donc c'était un secret de Polichinelle, et de le voir si bien performer dans la Ferrari pour sa pige surprise
à Jeddah, et ben ça n'a fait que, je pense, rassurer Komatsu et rassurer le board Ferrari d'encourager sa signature en Formule 1 chez Haas. Mais si on regarde, il y a rien à dire, j'essaye de broder, mais la réalité c'est que faut pas se fier à ce qui se passe en Formule 2, puisque je pense qu'on peut dire en toute sécurité que depuis 3-4 ans, ce qui se passe en Formule 2 n'a plus aucun intérêt. Mais je vais pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, mais si vous voulez une discussion ultra intéressante parce que je participe dedans, je vous renvoie vers un podcast live que j'ai fait avec Percy F1, où on parle justement du sujet des catégories de promotion. Je vais essayer de penser à le mettre en description, en fiche, tout ça, si ça vous intéresse. Une situation délicate pour Daniel Ricciardo que j'ai placé en 13e position de mon top 21. Avec un 6-8 en qualif et un 4-8 en course, et 3 entrées dans les points, Daniel Ricciardo est un pilote qui suscite beaucoup de polémiques. On me traitera peut-être de fou, mais je suis là pour ça, des fois, peut-être essayer d'apporter une vision différente de celle de la Doxa. Juste à la fois pour faire chier, mais juste essayer de remettre les choses en perspective. Je dis cela parce que si on regarde de très près ce qui se passe depuis qu'on lui a donné un nouveau châssis en Chine, alors est-ce que c'est vraiment un nouveau châssis, hein? Des fois, c'est psychologique, il y a un blocage et... je sais pas, mais en tout cas, Daniel Ricciardo, ça l'a vraiment débloqué. Il nous a fait quelques superbes performances. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on le met en comparaison à Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo a été capable de chercher des performances vraiment sublimes. Mais face à Yuki Tsunoda, il est d'une irrégularité déplorable. Pour caricaturer, on va avoir un mauvais, très bon, moyen, mauvais. Ça va faire à peu près comme ça, Ricciardo. Et c'est pas très suffisant. Alors, dans une équipe comme Racing Bulls, on peut en avoir rien à carrer. Mais quand on sait qu'à l'heure actuelle, il y a sa place qui est assez délicate et que pour la saison prochaine, c'est très certainement le poste de Pérez ou rien pour lui. Dur de savoir, mais là encore une fois, la situation de Red Bull, c'est un tout autre débat qu'on a eu justement avec Percy, donc je renverrai là-bas. Mais à l'heure actuelle, je trouve que sa saison, si on la regarde pour ce qu'elle est, elle est beaucoup moins dégueulasse que ce qu'on a eu ces dernières années, et je la trouve même relativement décente, même si c'est 13 en deçà des pilotes qu'on a vus en dessous dans mon classement. On va justement enchaîner avec Yuki Tsunoda, qui termine donc ce classement en 12e place, avec 22 points d'inscrits, pratiquement le double de son coéquipier, et un duel en course et en qualification largement à son avantage, et avec une moyenne d'entrée dans les points de une course sur deux, donc 7 sur 14, qui est très bien. Je suis du fan club non officiel de Yuki Tsunoda depuis 2020 à peu près, enfin depuis sa saison, donc non, c'est fin 2019 qui déboule en Formule 3 et qui commence à attirer l'attention, sa saison 2020, tout ça. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois, sa progression est vraiment très notable, et je le mets encore une fois en parallèle avec un Logan Sargent. On voit que quand on prend des pilotes très très rapidement comme ça, sans leur laisser le temps de se développer, ça peut être casse-gueule, mais dans ce cas-là, bravo Red Bull, bravo Honda, ils leur ont laissé le temps, et le fait est que la progression est flagrante. Alors il reste des choses un peu à améliorer, mais globalement, ça reste du très bon boulot qu'il nous fait. Il a appris à être beaucoup plus mesuré et calme dans son approche de la qualif, de la course. On est très loin du Tsunoda qui mettait sa bagnole dans le mur une fois toutes les 3 courses. On en est très très loin, et même là, comme on l'a vu, il la met dans les points une fois toutes les 2 courses. Donc c'est fort ravissant. Maintenant, le seul bémol que j'y mettrais, c'est ce que je disais face à Ricciardo. Il n'y a pas eu ce coup d'éclat. Enfin, ces coups d'éclat que Ricciardo a pu avoir occasionnellement, on les a pas eus, mais la régularité, je pense, prime et a été un des motifs de sa prolongation. Mais surtout, moi, ce qui me désole, c'est le fait que je déplore qu'il n'a pas été en mesure de justement aller chercher, de se barrer, parce que Tsunoda, là, ses perspectives d'avenir, elles sont très très compliquées, parce que il est dans un clan Red Bull qui ne le promettra, qui ne va jamais le promouvoir dans l'équipe mère.
pour des raisons qui sont purement politiques selon moi. Et son management Honda va se barrer, ils veulent le mettre chez Aston Martin. Désolé, j'ai dû tuer un moustique, c'était une question de vie ou de mort. Surtout pour lui. Mais la réalité, c'est que Aston Martin, ils sont très contents de leur duo. Hein. Ils ont un Lance Stroll... ils ont Lance Stroll et ils ont un Fernando Alonso qui n'attend que d'avoir une bonne voiture pour arrêter de glander. Donc, je vois difficilement comment... Alors, à moins que Alonso décide de se barrer si ça continue comme ça, mais je vois difficilement d'autres perspectives d'avenir pour Yuki Tsunoda. Donc... il aurait peut-être fallu aller tenter d'essayer de gratter un baquet chez Haas, Alpine, une de ces équipes, mais maintenant c'est très certainement trop tard. On s'approche du top 10, mais en 11e place. Comme toujours, il manque toujours juste une place, c'est Nico Hülkenberg, avec une domination sans partage, comme on l'a vu, face à Kevin Magnussen, 10-3 en qualification, 11-2 en course, et 5 entrées dans les points, avec un total de 22. Et comme meilleur résultat en course, 2 6e places consécutives, ce qui est quand même admirable. Nico Hülkenberg, ça a vraiment été le coup de fouet pour beaucoup de monde, son retour en 2023, où on s'est dit, purée, c'est vrai qu'il est pas mal le Hülkenberg, hein. Bon, ouais, mais il est juste bon en qualification, on voit bien qu'en course, ça se casse la gueule. La réalité, c'est que la Haas ne savait pas gérer ses courses, et maintenant qu'ils ont résolu le problème, en mettant peut-être quelqu'un de plus compétent à la tête de l'équipe, mais ça c'est un autre sujet. Quelqu'un qui sait comment aborder, diriger... je dis pas que Hayao Komatsu sait comment diriger une équipe, mais au moins il sait comment doit fonctionner une équipe de Formule 1. Haas n'a jamais eu autant de développement dans une saison, et le budget n'a pas explosé. Hein. Ils ont pas plus de budget qu'avant. Non, c'est juste qu'ils ont une approche différente. Avant c'était... oui, mais là, on va pas avoir de développement pendant 5-6 courses, mais attendez la 14e course de la saison, on a un futur aileron arrière. Et quand l'aileron arrière arrivait, tout le monde disait ouais. Bon, ouais, il est là. Alors que là, on a eu Haas qui est arrivé aux essais d'intersaison à Bahreïn, aux essais Pirelli. Ils ont dit non, nous on travaille que les pneus. On cherche pas la perf. Ils ont passé 3 jours à bosser les pneus, 3 jours intenses. Et maintenant, il n'y a plus de problème de dégradation comme c'était le cas où quand tout le monde faisait 15 tours avec des softs, eux, au bout de 5 tours, fallait qu'ils rentrent les changer. Donc, il n'y a plus ça. Et maintenant, on voit que Hülkenberg, il rappelle que c'est un très bon pilote pour gérer les rythmes de course. C'est un pilote qui sait se défendre, qui sait attaquer. Et très justement, il a réattiré l'attention un petit peu de quelques équipes dans le peloton. Donc, je pense très sincèrement que c'est une bonne chose pour lui d'aller tenter un autre projet pour terminer sa carrière, parce que très sincèrement, finir sa carrière chez Haas, bon, ça lui aurait donné quelques résultats, mais ça aurait pas été glorieux. Là, au moins, bon, il prend le risque de partir dans un projet qui peut se casser la gueule, mais au moins un projet qui pourra étendre sa carrière au-delà de la Formule 1 si ça se passe bien. Et honnêtement, je suis très content pour lui parce que je pense qu'il mérite enfin d'avoir un projet concret, Nico Hülkenberg, parce que faut rappeler que la seule chose qu'il a eu dans sa carrière, Hülkenberg, c'est le projet Renault. Et j'ai besoin d'en dire plus. Lance Stroll entre dans le top 10 avec, faut dire, 6 entrées dans les points et une comparaison en qualification et en course qui est pas dégueulasse. Hein. On est à un 5-9 en qualif et 5-9 en course, et c'est vraiment pas dégueulasse face à ce qu'on a eu les saisons précédentes. Alors oui, il faut remettre un peu en perspective le fait que Fernando Alonso n'en a plus rien à carrer. On va en parler juste après. Et ça aide grandement la comparaison, mais honnêtement, la qualification, c'est toujours une grande difficulté chez Stroll, et la course, ça se passe... Non, mais en fait, il n'y a rien de différent, rien n'a changé. Je vous renvoie vers une analyse du dimanche sur Lance Stroll, n'importe laquelle. Les qualifs, c'est pas ouf. Les courses, ça va. Honnêtement... Quelle course c'est un des très rares à aussi bien gérer l'usure pneumatique, et je le mets sans aucun souci parmi les meilleurs du plateau là-dessus. Bon, après, pour tout ce qui est gestion du trafic, gestion de la qualif, comme je l'ai dit, ça c'est autre chose, c'est un autre problème, mais sur la constance des rythmes de course, sur la gestion pneumatique, c'est très bien. Donc voilà, je le mets dans mon top 10, fallait bien que je le fasse un jour ou l'autre. Faudrait que je regarde où je l'ai mis dans les saisons d'avant, je me rappelle plus, j'ai pas tenu le compte.
Et je le place juste derrière son coéquipier Fernando Alonso, avec le duel en course qu'on ne va pas comparer, avec un début de saison mais qui était exceptionnel. On sentait que l'Aston Martin n'avait rien à foutre dans le top 3 en qualif, hein. Et il l'a placé au moins une fois ou deux, si je dis pas de bêtises, parce que je compte Jeddah et Miami, je crois. Enfin bref, je sais plus, mais il l'a placé très très haut, l'Aston en qualif. Il a fait des très très belles prestations en course également. Et honnêtement, il y a eu l'Australie. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à concevoir qu'on ne soit pas quotidiennement en train de déféquer à ce qui s'est passé en Australie. De sanctionner un pilote parce que le gars qui est 500 mètres derrière lui s'est foutu dans le mur parce que Alonso a ralenti 200 mètres trop d'eau, c'est une aberration sportive. C'est une aberration sportive. Mais passons. Déjà, on a senti qu'Alonso était très, très, très mécontent de ce qui s'est passé, mais je vais pas mettre ça sur le dos de l'Australie parce qu'après, il a eu un très bon week-end à Miami. Mais il y a eu déjà une des choses Alonso, il est du genre rancunier. Hein. Il est très rancunier. Et puis ensuite, on a eu 2-3 courses où on a senti qu'Aston se cassait de plus en plus la gueule. Il a dit, les gars, d'ici le Grand Prix de Hongrie, en Hongrie, on joue le top 5. Si on joue pas le top 5, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Bon, autant dire qu'il est vraiment pas content, là, Alonso. Ça se sent, il est déconnecté de ce qui se passe. Il a découvert une nouvelle approche médiatique qu'on ne lui connaissait pas. On connaissait le Alonso qui passe son temps à dire à quel point il est génial. On avait le Alonso qui passe son temps à dire à quel point son équipe, elle est pourrie. On avait le Alonso qui disait à quel point tout va très très bien et je suis très heureux. 14e, c'est la meilleure course de ma carrière. On l'a eu, ça, hein, les plus jeunes, vous le connaissez pas, mais on l'a eu chez McLaren Honda. Et là, on découvre un nouveau Alonso médiatique, c'est le Alonso qui ferme sa gueule. Il est chiant. Il est chiant, ce Alonso. Ramenez l'ancien. Il est chiant. Là, non. Il gueule pas. C'est comme ça. C'est le Alonso abattu, presque. C'est le Alonso qui, à Monaco, je crois, dit ah mince, 11e. Mince, je croyais que j'étais dans les points. Ah, d'accord, non, je suis 11e, 12e. Ok. Alonso, c'est supposé être le meilleur pilote du plateau quand il est question de gérer, d'avoir une lecture de course. C'est ce qui a fait que pendant ces années Renault, il était capable de gérer aussi bien ses grands prix. Ce qui a fait que pendant ces années Ferrari, il était capable de mener des luttes mondiales en 2010 et 2012 avec des voitures qui n'avaient rien à foutre dans une lutte mondiale, qui pouvaient peut-être prendre une victoire ou deux de temps en temps, mais pas plus. C'est ça, Fernando Alonso. C'est le gars qui, il y a un an, disait « Oh, super le dépassement de Stroll, ouais. Non, je l'ai vu à la télé pendant la course, ouais. Dites à Lens de freiner comme ça, tel virage. Là, je viens de le voir dans mes rétros. C'est Bakou qui donnait des leçons de pilotage à Stroll en disant « Ouais, je l'ai vu dans mes rétros, il fait pas comme il faut. » Il est où, ce Alonso? Il est où? Là, c'est enfin, c'est pour ça que je disais plutôt, il en a rien à foutre. Je ne vois pas d'autre explication, en fait. Je pense, on peut abattre la carte ça y est, c'est l'âge qui est en train de frapper et tout, mais non. Tu peux perdre le talent comme ça, mais tu peux pas perdre la lecture de course. Raikkonen, pareil, c'était un gestionnaire en course formidable. On lui enlève beaucoup ce talent à Kimi Raikkonen, mais moi, je ne cesserai jamais de le mettre en avant, Kimi Raikkonen. 3e pilote de toute l'histoire parmi les records de meilleurs tours en course. Je pense que c'est pas rien, surtout pour un pilote qui a que un titre et qui n'a jamais eu de voiture dominante. Devant, c'est Alonso et Schumacher, hein, s'il vous plaît, donc c'est pas rien. Mais bref, Raikkonen, même dans ses dernières heures, il avait une gestion de course formidable. Alonso, je peux pas croire qu'il ait perdu ça. Quand on voit sa course en Belgique, pour moi, le vrai Alonso, celui d'il y a un an, il aurait fait beaucoup mieux que ce qu'il a fait à Spa. Il aurait été beaucoup, beaucoup plus incisif en Hongrie lorsque il laisse passer Stroll sur une stratégie différente et que Stroll rend pas la place. Donc je sais pas ce qui se passe en interne chez Aston Martin, j'ai rien. Encore une fois, je me renseigne très peu sur ce qui se passe vraiment dans les coulisses en ce moment parce que, pour des raisons que j'ai évoquées, hein, c'est que j'ai adopté un petit chat.
Voilà. Il est juste là. S'il vous plaît, donnez-moi des thunes. 8e, George Russell. Le vainqueur, vaincu par un DSQ, fait une saison purement formidable à mon sens. Et je me répète, mais je pense que, honnêtement, chez Mercedes, bon, ils perdent peut-être Lewis Hamilton. C'est une grosse perte. Mais quand tu regardes George Russell, franchement, tu te dis, il nous reste une base solide. Honnêtement, pour moi, là, cette saison, il a affirmé qu'il est sur une très très bonne voie. Bon, hein, il lui manque encore 10 ans d'expérience, mais bon, hein, ça reste un petit jeune encore. Mais honnêtement, il fait une saison formidable, 10-4 en qualification face à Lewis Hamilton. Qui peut se vanter d'avoir fait ça? Hamilton, il a eu Alonso, Button en coéquipier, Nico Rosberg, et 7-4 en course également. Alors naturellement, encore une fois, tout est à prendre en considération avec certaines situations de course. Mais le fait est que les deux sont très très proches. Ça reste le duo le plus proche du plateau depuis 2022. Je parlais d'Alpine depuis, tout à l'heure, disant que c'était un des duos le plus proche. Le plus proche reste le duo Mercedes. Donc ça se joue à des poils de fion, vraiment. Mais honnêtement, jouer constamment à du poil de fion avec Lewis Hamilton, ce n'est pas rien. Et en plus de cela, George Russell a démontré que en piste, pour le moment, je reste un peu sceptique sur ses attaques et tout. Mais, sceptique dans le sens où il y a encore de quoi améliorer. Mais les défenses sont formidables, toujours. On sait que quand il a une position, il va bien la défendre. Je pense qu'il fait tout ce qu'il faut. Alors, il resterait peut-être à améliorer 2-3 petits trucs, mais encore une fois, tu le compares à Lewis Hamilton, c'est une saison formidable qui propose pour le moment, et j'ai hâte de voir la suite. Mais je ne pouvais quand même pas le placer devant Sergio Pérez, avec des deuxièmes places comme meilleurs résultats en course et en qualification, un total de 4 podiums et 131 points et 11 arrivées dans les points sur 12 courses. Sergio Pérez livre cette année probablement la pire saison de toute sa carrière et je pense que ça méritait d'être dans le top 7. Je vais rien dire. Je ne vais rien dire en fait. Il y a rien. C'est ça. Alors non, j'ai mis, c'est pas ce que vous croyez, hein, c'est un mouchoir. Mais alors en fait, je mets de l'huile essentielle dessus. Regarde, c'est de l'huile essentielle de titre. Ouais, je suis désolé, ça fait un petit peu trop hipster à la con, mais c'est bien pour parce qu'en fait, il y a des moustiques et j'en ai tué un tout à l'heure et c'est bien pour apaiser les trucs parce que je me fais dégommer la gueule par les moustiques. Et c'est très désagréable. Donc non, il est pas dégueulasse, même si c'est un cadavre de moustique, mais voilà. J'ai plus à dire, en fait, sur ce mouchoir que sur la saison de Pérez. C'est comme la saison 2020 de Sébastien Vettel chez Ferrari. Passe. Lewis Hamilton, 6e. Est-ce que, franchement, ça mérite moins? Non. Ça ne peut pas mériter moins, c'est Hamilton. Le rien en deçà de George Russell, ça fait un petit peu mal. Les quelques fois où il a été surpris en qualification, en partant de très très loin, je pense à la Chine par exemple, il a été capable de remonter, de faire du Lewis Hamilton, et j'ai très peu à ajouter également. On pouvait penser que le passage, la signature très tôt dans la saison, avant que la saison commence, pour chez Ferrari, et l'absence de performance de la Mercedes pouvait le dégoûter. Bon, la réalité, c'est que ça, j'y crois pas une seconde, et il l'a démontré ces derniers temps. La gueule qui tire à Spa. La gueule qui tire. Il la voulait, cette victoire. Alors, il l'a eu, mais il la voulait en piste, comme n'importe quel pilote, il veut gagner en piste. Donc, honnêtement, oui, la gueule qui tire à Spa, c'est qu'il veut aller chercher les résultats. Il s'en fout que la combinaison soit noire ou rouge. Et on peut compter sur lui cette saison et pour le reste de la saison. Et honnêtement, si Mercedes peut continuer à être là pour taquiner McLaren et Red Bull, ça peut faire plaisir. Ferrari a attendu que Carlos Sainz soit sur la meilleure phase de toute sa carrière pour se séparer de lui. Alors honnêtement, je n'ai rien du tout contre le concept de se séparer de Carlos Sainz, quand c'est pour faire dire Lewis Hamilton derrière, surtout que je pense que ça reste l'élément entre guillemets dispensable de l'équipe, et dispensable dans le sens où c'est un excellent
numéro 2, mais numéro 2 dans le sens d'un Felipe Massa, tu vois, face à un Kimi Raikkonen. Tu sais que c'est pas sur lui que tu vas compter pour aller chercher le pinacle du pinacle. Mais tu sais qu'il est là pour être constamment capable de chercher les positions, tout ça, quand l'autre est en train de se foutre dans le bac à gravier ou qu'il n'est pas à l'aise avec la voiture. Donc honnêtement, et je dis ça parce qu'il y a encore un an, peut-être à l'intersaison 2023, j'aurais pas eu le même discours parce que Carlos Sainz était dans une phase vraiment compliquée. Il sortait d'une saison 2022 où il avait été bien remis à sa place et il a vraiment fallu que il y a un truc qui se débloque. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui s'est débloqué chez Carlos Sainz, même s'il n'est pas capable des prouesses que Charles Leclerc est capable de faire. Il est capable d'en être suffisamment derrière, comme George Russell avec Lewis Hamilton. Je ne mettrais pas Carlos Sainz dans la même catégorie que George Russell, mais encore une fois, c'est le rien derrière, tu vois, le Nico Rosberg. Typiquement le Nico Rosberg pour moi. Carlos Sainz, c'est un acharné. Il a énormément de talent. C'est un acharné. C'est un de ceux que, quand la nature a distribué le talent, elle a dit, toi, je t'en donne pas autant que les autres. Et Carlos Sainz, il a dit, je vais me rattraper. Et il le fait à la perfection. Donc voilà, la nature est pas de son côté sur cet aspect-là, si tu vois ce que je veux dire, mais il a tout ce qu'il faut derrière pour le compenser très très bien. Et sur cette fin de saison 2023 et cette première partie de saison 2024, c'est du très très grand Carlos Sainz. Oscar Piastri continue de ravir alors qu'il se fait mettre la misère en qualification et en course. On est sur du 8-3 en sa défaveur et du 4-9 face à Lando Norris, mais on est sur 13 entrées dans les points sur les 14 courses et sa seule non-entrée dans les points, il la doit à Carlos Sainz. Donc honnêtement, quand on part du principe qu'il y a une unanimité sur le fait que Oscar Piastri est le meilleur rookie depuis très très longtemps, en 2023, j'aurais dit depuis Charles Leclerc en 2018, dans le sens où le rookie a quand même besoin de la voiture pour se mettre en avant, hein. C'est le minimum. Et sinon, j'hésiterais pas à remonter à, je sais pas, du Sébastien Vettel peut-être, pour retrouver un pilote qui n'est pas dans une voiture gagnante comme Lewis Hamilton l'a été en 2007, mais dans une voiture qui peut aller chercher des points constamment, tout ça. Bref, c'est un de ces très très jeunes pilotes débutants qui fait dire ah oui quand même. Donc en face, il a du très solide. Mais il est jamais très loin et là depuis quelques grands prix on sent que Lando Norris il a besoin de réaffirmer sa position. C'était pas le cas face à Daniel Ricciardo, c'était inné. Même les premiers temps face à Oscar Piastri c'était pas le cas et là on sent qu'il y a besoin de réaffirmer sa position. En qualification il est de plus en plus capable d'aller chercher Lando. En course il reste du boulot. Mais bon, c'est très très solide ce qu'il fait. Bon, il gagne son Grand Prix à Budapest, mais c'est une victoire qui aura un goût bizarre pour tout le monde, je pense. Et on a tous très envie de le voir aller en chercher une à la manière. Donc voilà, je le place 4e. Et vous? Sur le podium de Formule Blabla, on retrouve Charles Leclerc, qui a un deuxième quart de saison, mais cataclysmique. Et il y est pour rien, hein, le pauvre, parce que après Monaco, il y a eu les enchaînements, mais désastreux, entre la fiabilité, entre la voiture, tout ça, qui sont totalement incompréhensibles chez Ferrari. Ferrari s'est cassé la gueule et les deux pilotes ont pris dans la tronche, hein, autant Leclerc que Sainz, sur cette partie de l'année. Et Ferrari peut être très content justement d'avoir Leclerc et Sainz pour sauver les apparats, mais quand même, je peux m'empêcher de penser, et là on l'a vu à Spa-Francorchamps, il faut compter sur une pénalité pour que Leclerc prenne la pole, mais d'où il la sort? Même la première ligne en fait, même s'il était parti deuxième, quand tu voyais le rythme de la Ferrari tout le week-end, d'où il sort ça en fait? Et c'est ce genre de prestation, c'est ce genre de truc, quand je disais que il y a les doués, les surdoués. Après, ils font ce qu'ils veulent avec leur talent, hein. Tout le monde ne le maximise pas à la perfection, mais Charles Leclerc en fait partie sans le moindre doute.
Et j'ai hâte de voir la confrontation avec Hamilton la saison prochaine. Parce que voilà, on a eu Russell contre Hamilton. Maintenant, j'ai envie de voir Leclerc contre Hamilton. Ça pourrait être un peu un bon moyen de comparer ces deux talents générationnels que sont Leclerc et Russell. Lando Norris, deuxième de ce classement, avec une domination sans partage sur son coéquipier sur le papier, mais encore une fois, s'il y a un peu de partage quand même, il lui a cédé 2-3 trucs, mais encore une fois, c'est un pilote sur lequel McLaren peut compter. Maintenant, c'est un pilote sur lequel McLaren peut compter en temps normal. Maintenant qu'il est question de jouer des victoires, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Charles Leclerc, justement, est passé par là. Il est passé par cette épreuve en 2019, 2021, enfin 2022 surtout. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de jouer des victoires, c'est plus pareil. Et c'est pour cela que je dis toujours qu'on voit vraiment la valeur d'un pilote, la valeur absolue d'un pilote, lorsqu'il a une voiture qui peut gagner des courses. Parce que des pilotes ultra talentueux qui ont ébloui tout le monde et qui se sont cassés la gueule quand ils ont eu des voitures capables de gagner, il y en a eu, mais à l'appel. Sergio Pérez en est témoin, Valtteri Bottas en est témoin, et on peut aller en chercher plein. J'ai Giancarlo Fisichella. Giancarlo Fisichella, pour moi, c'est typiquement le profil du mec qui a ébloui tout le monde, et le jour où il a eu une voiture qui jouait les deux titres, il n'était plus là. Lando Norris, je pense quand même qu'on est sur du plus solide, mais faut remettre encore une fois des choses en perspective. Je me sens très insultant de dire des choses qui me semblent évidentes, mais je pense qu'il est nécessaire de les rappeler. Avoir la meilleure voiture en Formule 1 ne signifie pas avoir la voiture dominante. Parce qu'à l'heure actuelle, McLaren a la meilleure voiture, mais Mercedes aussi a la meilleure voiture, et Red Bull aussi a la meilleure voiture. Ils sont trois à avoir la meilleure voiture. Quand la meilleure voiture, ça se joue à moins d'un dixième de seconde, il n'y a plus de meilleure voiture pour moi. Il n'y a plus de meilleure voiture. C'est juste au petit bonheur la chance, entre guillemets. C'est qui, parmi l'équipe, tout ça, aura les meilleurs réglages, aura la meilleure méthode de boulot, et quel pilote sera le plus à l'aise. Ça a été sur la piste un doublé Mercedes à Spa-Francorchamps. Mais en temps normal, pour moi, c'était une victoire Max Verstappen. Je suis persuadé qu'on aurait eu une domination Verstappen s'il n'y avait pas eu les 10 places de pénalité. Mais il a fallu remonter dans le peloton, et le peloton était beaucoup plus serré que par les années précédentes, donc il n'a pas pu remonter comme Max l'a fait précédemment. Mais bref, tout ça pour dire que Lando Norris et Andrea Stella, il faut le mettre dans l'équation, ils sont en train de revoir toute leur éthique de travail. Et ça s'est vu justement à Budapest. Ils sont plus en train de voir les Grands Prix comme un temps de course global, un temps de course, 1h36, point, machin truc. Non, c'est la différence, tu vois, c'est plus de l'endurance, c'est pas du rallye, c'est plus un temps de course. Le temps de course, tu cherches à le maximiser quand tu joues les 4e, 5e places, tout ça. Maintenant, c'est la position en piste qui compte, c'est les arrêts au stand, c'est quand Oscar Piastri va mettre 2 roues dans le gravier à Budapest, c'est ces trucs-là en fait. C'est ces trucs-là qui font que tu joues des victoires. Et c'est des choses que Lando Norris est en train de découvrir, que McLaren est en train de découvrir, ça fait bizarre de le dire, mais McLaren le découvre, et Oscar Piastri a le privilège d'apprendre ces choses-là, parce qu'il apprend les choses, parce qu'il est encore dans une phase d'apprentissage. Lando Norris n'a plus rien à apprendre du milieu de peloton en Formule 1. Il en fait partie des absolus meilleurs. Maintenant, aux avant-postes, tu te bats plus contre des Carlos Sainz, Esteban Ocon ou je ne sais quoi. Tu te bats contre des Verstappen, des Hamilton, des Leclerc, tout ça, c'est plus pareil. Donc, espérons que McLaren pourra continuer cette superbe dynamique qu'ils ont sur la deuxième partie de saison
pour vraiment permettre à Norris, à McLaren, de revenir un petit peu au sommet et de conserver cette dynamique que, en comparaison, Ferrari avait, mais a totalement perdu. Enfin, Ferrari a jamais vraiment battu Red Bull, mais ils étaient sur cette dynamique pour aller les chercher, et là, ils sont totalement cassés la gueule. Donc, McLaren, tout comme Mercedes, ne doivent pas perdre ce momentum. Et en numéro 1, Maximus Verstappen avec un 14-0 et 12-0 en qualification face à son coéquipier. Voilà, non mais je le disais pour Hamilton quand il se cassait la gueule, enfin quand Mercedes commençait à se casser la gueule. Et là, je le dis pour Verstappen, maintenant que Red Bull se casse un peu la gueule, ça fait toujours plaisir de voir un champion en difficulté. Même si j'avoue que quand Verstappen est en difficulté, il fait pas très plaisir à voir. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Confère Grand Prix de Hongrie. Mais aussi, ça fait plaisir parce que c'est pas toujours comme ça. Typiquement, Spa-Francorchamps. Super pole position, il part 11e, il remonte, mais il fait une course de malade à Spa-Francorchamps. Et encore une fois, tu prends Silverstone. Silverstone, à aucun moment, on se dit que Verstappen va jouer le podium, il finit 2e. On est en train de, là, depuis quelques mois, on est en train de vivre une très très grande époque de la Formule 1. J'espère qu'on s'en rend compte, pour moi, beaucoup plus grand que 2021. Alors, c'était une grande époque, 2021, dans le sens où on avait une lutte mondiale. Une lutte mondiale, c'est beaucoup plus rare que ce qu'on peut le penser en Formule 1. Enfin, surtout depuis ces 30 dernières années. Mais d'avoir 3, même 4 constructeurs différents qui ont gagné des courses à la régulière, et quand t'arrives sur un week-end et que tu sais pas lequel des 4 va jouer la victoire, c'est extrêmement rare en Formule 1. J'ai envie de dire que les dernières fois que ça arrivait, il y avait 2019 peut-être, donc ça fait déjà 5 ans, et encore 2019, c'était Momentum Mercedes, pareil en 2018, tu vois. Et encore 2018, Red Bull était pas vraiment là. Après, c'était quoi, 2012 ? Je vais remettre la rétro, vous inquiétez pas, elle va revenir. C'est juste que j'ai pas envie de travailler. Mais mon frère est mort. 2012, c'était ça, t'avais Red Bull, Ferrari, McLaren. De temps en temps, t'avais une Lotus qui pointait le bout de son nez, donc voilà. Donc, ce qui se passe en ce moment en Formule 1, c'est très très cool, et j'espère que vous l'appréciez. Bref, je m'en arrête là pour mon top 21, qui a pris trop de temps que je ne le voulais, et je dois quand même tenir mes engagements et vous rappeler pourquoi, comment j'ai établi mon classement. Moi, pour mon top 21, en fait, j'ai pris le classement du championnat du monde des pilotes et je me suis dit que ça me servirait de top 21 parce que j'avais la flemme d'en faire un moi-même. Donc, je vous laisse, me dire votre top 21 de cette saison et de me dire comment il sera le plus important, honnêtement. Je vous jure, je vais les supprimer, les commentaires qui vont me mettre leur top 21 sans l'expliquer. Parce que des fois, vous êtes pas capable de comprendre que je suis un gros teubé. Et ça me saoule. Merci de m'avoir écouté. Bisous. Cacahuète, tu peux rappeler aux gens, là, enfin les pigeons, enfin les spectateurs de la chaîne YouTube, qu'ils peuvent me filer des thunes, que ça te paye le veto, les croquettes. Parce que ce petit con, je lui ai passé 200 balles de radio parce qu'il est asthmatique. Non, je rigole, hein, encore une fois, les thunes ne me reviennent pas. Ça vient relâcher. Bon, je dois y aller, je dois lui faire des gratouilles. Allez, il arrive, petit chat. Voilà. Il y a des gratouilles, maintenant il veut jouer. Rends la main. Tu me rends la main ou pas ? J'en ai besoin. Faut que j'éteigne la caméra.